Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Heureux de vous retrouver ce vendredi encore une fois pour notre exercice favori auquel les deux débatteurs rompus ont déjà répondu présent. J'ai nommé Emmanuel Tambéré, bonjour. Bonjour Monsieur Peggy, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes un activiste sur les réseaux sociaux. Quels sont les sujets qui ont polarisé l'attention des activistes sur les réseaux sociaux cette semaine? Bon, cette semaine, on a été beaucoup plus amateur du foot. Ah oui, il y a l'Euro. Il y a l'Euro qui dicte sa loi. Et la Copa América. Ah, ok. Ouais. Et à ce propos, on va dire rapidement que la France s'est fait harakiri par l'Espagne. Sinon par un jeune joueur de 16 ans. Oh là là. Voilà, il les a donné une bonne leçon et puis ils sont à la maison. Oh. C'est pas gentil. Ishola Diguin, bonjour. Bonjour, cher Peggy Ludovic Dagba. Je salue avec beaucoup d'enthousiasme les auditeurs et auditrices de la radio. Je n'oublie pas l'équipe technique ainsi que les milliers d'auditeurs qui nous suivent à travers le monde entier. Les millions, vous voulez dire? Ah bon, ça va de soi, hein. Bon, les millions d'auditeurs, qui nous suivent à travers, ou j'allais dire, grâce à la magie de l'Internet. Grâce à la magie de l'Internet, mais aussi grâce à la magie du satellite. Aujourd'hui, Diaspora FM et Dan Télévision sont sur Canal+, regardez de par le monde, Canal 287 pour la télévision et 587 pour Diaspora FM. L'occasion pour nous de vous faire un gros coucou à vous, auditeurs qui nous suivez hors du territoire national. Je veux parler bien sûr de la France, Belgique et pourquoi pas ici en Afrique. Une forte communauté béninoise au Cameroun, au Gabon et au Burkina, donc qui nous font l'honneur de suivre cette émission et qui nous le font savoir. Allez, aujourd'hui on est ensemble pour pouvoir parler évidemment des sujets importants de l'actualité. Nous irons sur le plan continental, parler de la CEDEAO, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons commencer par le Bénin, où ce qui polarise les attentions depuis un moment, ce sont les marchés construits, malheureusement depuis quelques temps, mais qui, heureusement maintenant, qui commencent à être inaugurés, puisqu'on a pu quand même avoir le marché de Kadiaon, Flamand Neuf, qui attire du monde les regards et surtout les curiosités. Nous avons pris un peu de temps pour en parler ici sur Point 7 parce qu'il faut faire quand même un minimum d'investigation pour ne pas venir, s'exclamer, être effaré par rapport à la nouveauté de la chose, le caractère moderne et tout ça. Nous sommes allés quand même tourner un peu vers là-bas pour comprendre un certain nombre de choses. Emmanuel Tambéré, quel a été, vous, votre sentiment, réaction face, bien sûr, à ce marché de Kadiaon que tout le monde ne connaît pas, les gens confondent au marché de Bégamin. Situez-nous un peu ce marché déjà. Bien sûr, le marché est en plein heavy à Kadiaon, derrière l'ancienne maison la maison de l'ancien président du moins de la République, Thomas Boniaï. Donc, c'est dans cette zone quand vous avez... Donc, c'est logé au cœur du marché des Yovo, on va dire. Exactement. La rive vive, c'est réservé pour... c'est pas tout le monde, il paraît. Et vous verrez que, bon, ce qui est beaucoup plus même vendu là-bas, c'est plus les Yovo. Donc, bon, je considère que ce marché quand même était un test pour le gouvernement pour voir un peu comment ça va se passer, puisque jusqu'à présent, c'est le seul marché qui a été inauguré. Nous sommes contents de voir tous ces marchés-là. Quand je prends par Mélentin, je viens à Kadiaon, à Bégamin, ou encore Saint-Michel. Donc, ces marchés, ça contribue beaucoup à la beauté de la ville de Cotonou. Et celui qui a été inauguré également, et nous voyons comment les femmes sont bien installées, tout est beau, tout est propre.
Bon, nous grandissons, hein. Quand on grandit et quand on devient plus sérieux. Petit pari. Petit pari. Comme le dirait l'autre, l'ancien président Boni. Exactement. Si lui-même n'a pas reconnu son ancienne grande maison, donc c'est sûr que s'il va dans ce marché-là, il va penser qu'il est ailleurs. Hein. Donc bon, vraiment, on peut quand même féliciter le gouvernement pour cet effort. Sauf que on a quand même certaines inquiétudes que peut-être on va poser, on aura quand même à relever. Pour et voir un peu dans la suite, dans l'application, ce qui va se passer. Puisque je pense que ces inquiétudes même sont connues des autorités, puisque les marchés sont terminés depuis. Donc, on aurait pu déjà inaugurer. Donc, il doit y avoir beaucoup de calculs, voilà, ils sont en train de vérifier beaucoup de choses d'abord avant d'inaugurer tout. Et je pense que c'est le plus petit des marchés qui a été inauguré. Donc, tout ça. Pourquoi vous parlez de petit? En termes d'espace? Oui, en termes de superficie et d'espace, je crois que c'est le plus petit marché qui a été inauguré. Donc, tout ça, je pense que c'est pour vérifier certaines choses, voir un peu comment ça se passe, prendre la température de leurs clients, puisque les dames qui sont là sont les clients du marché, et voir aussi par rapport à leur vente comment ça se passe. Je pense que tout ça, mais moi j'aurais quand même aussi voulu qu'un autre marché dans les périphériques qui est beaucoup plus proche des populations de niveau que nous connaissons, soit aussi ouvert pour mieux apprécier. Pour comparer. Exactement. Puisque là où c'est quand même auprès d'une population quand même qui est capable de supporter la beauté du joyau, donc qui peut payer le prix. Donc il faut aussi faire un test avec la population la population standard que nous connaissons, donc pour voir aussi le pouvoir d'achat de cette population là dans ces marchés. Je vois déjà de quoi vous voulez parler. Vous pensez que ceux qui sont au marché Kadiaron ont plus de moyens, je veux dire les populations qui vont dans ce marché ont plus de moyens que les autres populations de la ville de Cotonou ou du Bénin? Bien sûr. Vous voulez dire? Bien sûr. Et la clientèle, en fait, la population qui est là, est capable d'aller s'acheter quand même si le marché c'était Erevan, Franprix, quoi d'autre. Et ça c'est de la publicité. Bon, c'est pourquoi je me suis arrêté. Je m'excuse. Hein. Donc voilà, si ils sont capables alors d'aller dans ce marché-là pour s'acheter des choses. Je parle surtout du pouvoir d'achat de la population même qui est autour de ce marché-là. Donc ils sont capables d'aller s'acheter quand même des choses là. Puisque, vous voyez, c'est quand même un investissement très sérieux. Et donc, une dame qui s'installe là doit mettre sur le prix de ces produits tous les frais qui s'ajoutent à la matière première qu'elle est en train de vendre. Donc, c'est dit quand même que... Les frais connexes. Exactement. Donc, le coût, si je prends, puisque j'ai vu beaucoup de fruits là-bas, donc si je prends un fruit qui est vendu dans des petits marchés peut-être à 200, on peut le retrouver banalement là-bas à 300, à 400. Donc, en tout cas, c'est un exemple. Hein. Donc, si à cause de ces frais connexes que nous connaissons tous. Maintenant, lorsque on se retrouve dans un autre marché, on essaie avec un autre marché qui n'est pas qui n'est pas forcément dans un cadre où il y a beaucoup plus de personnes nantis. Donc, on pourra aussi vérifier, voir si, avec les coûts qui vont appliquer sur les produits, si tout le monde est capable d'entrer et de s'acheter. Voilà, donc ce sont ces petites inquiétudes-là qui s'installent, que nous avons, que nous pensons que, bon, quelque part, il reste encore beaucoup de choses à régler. Et je pense que tout ça, c'est même pris en compte par le gouvernement parce que c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas encore inauguré les autres marchés. Et bon, on est toujours patient, on observe pour voir si, moi j'ai beaucoup plus apprécié le marché de Kokokoyi qui est en construction. Je pense qu'il était plus adapté quand même au niveau de vie du Bénin. Bon, en termes d'évolution, c'est vrai qu'on a un bébé qui était au lait, on ne peut pas commencer par lui donner de l'eau à croquer. Donc voilà, c'est quand même là on sent que c'est de la pâte. Bon, il n'y a pas trop de
des preuves à avaler avant d'avaler, donc à vaincre avant d'avaler. Donc, donc vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Mais là, quand on voit quand même les autres marchés, bon, ça c'est de l'os pour un Béninois hein, qui peine à se suffire déjà, et qui doit encore faire plaisir à une commerçante en achetant des choses qu'il peut avoir à prix bas ailleurs. Donc, voilà un peu des inquiétudes qui viennent quand même quand on voit le standing des marchés qui ont été construits et là où c'est placé. Non, mais pour votre inquiétude par rapport aux autres marchés qui ne sont pas encore inaugurés, sachez que le gouvernement, bien sûr, a prévu l'inauguration de ces marchés avant la fin de l'année. Les 20 marchés qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national, de la bouche de la directrice de la NAGEM. Et bien sûr, on l'a appris suivant un calendrier bien précis qui nous sera, publié, fait connaître dans les prochains jours. Ishola Diguin. Avant d'aborder le sujet proprement dit, je voudrais, n'est-ce pas, sacrifier à cette politesse celle qui veut que je fasse un coucou spécial aux Béninois de la diaspora qui nous suivent, n'est-ce pas, comme du lait sur le feu, cette émission. Et donc, je les salue cordialement. Maintenant, pour aborder le sujet des marchés, non, écoutez, le chef de l'État est un homme de vision, est un homme qui a beaucoup d'ambition pour son pays. Et à travers la construction de ces marchés, je crois bien que cette vision transparaît ou est emblématique de sa vision, de sa vista, celle-là qui ne cesse, n'est-ce pas, de porter à la connaissance de l'opinion internationale tous les jours que Dieu fait. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, Patrice Talon sort tout progressivement le Bénin de sa chrysalide. Autrement dit, le Bénin a aujourd'hui, quoi qu'on dise, a pris un envol ou a amorcé son développement, si je puis m'exprimer ainsi, parce que même pas plus tard qu'hier, j'ai pu, n'est-ce pas, interviewer un certain nombre d'étrangers qui sont venus participer à une activité et les appréciations qu'ils ont, n'est-ce pas, jetées pêle-mêle de nature, n'est-ce pas, à nous rendre davantage fiers de notre pays. Mais au-delà de cet aspect, je voudrais quand même souligner un certain nombre de couacs que je relève à mon niveau. C'est vrai que mon co-débatteur a essayé de l'aborder en filigrane tout à l'heure. C'est par rapport, en effet, aux heures de fermeture et à l'accès également des pauvres citoyens à ces marchés. Et je crois qu'à ce niveau, il y a un petit tir à corriger, comme l'a tout à l'heure souhaité Emmanuel. Et donc, à ce niveau, il va falloir que le gouvernement revoie un peu sa copie. Et entre-temps également, j'ai pu comprendre que le gouvernement, n'est-ce pas, à travers la structure, la NAGEM, je crois, a été mise en place, avait incité, n'est-ce pas, les bonnes dames à aller se faire enregistrer et tout ça. J'ai dit, mais comment? Pourquoi c'est après avoir fait tout ça qu'on appelle encore les bonnes dames à aller s'enregistrer ou aller, n'est-ce pas, solliciter des places, tout ça? Alors que c'est un travail, de mon point de vue, qui devait être fait en amont. Pourquoi a-t-on attendu, après, n'est-ce pas, l'inauguration du petit marché de Kadiaoum pour lancer un tel appel? Et donc, à ce niveau, il y a un petit couac. Et donc, l'autre chose aussi... Non, mais à bien comprendre, la directrice de l'ADAGEM, c'était beaucoup plus pour quand même étoffer même les marchés qui ne sont pas encore inaugurés. C'est pour leur permettre de savoir qui peut occuper et tout. Et les conditions aussi, sans oublier qu'elle a mis un accent particulier sur les dames qui occupent le marché d'Antopa actuellement.
qui devront forcément à un moment donné quitter. Et donc, puisque le marché d'Antokpa sera délocalisé, sera détruit, et bien sûr, il était de bon temps qu'elles s'inscrivent déjà dans les marchés de leur choix pour pouvoir retrouver leur place afin que, à la dernière minute, quand on va acter la destruction du marché d'Antokpa, il n'y ait pas, comme à l'accoutumée, les cris de détresse et autres, les récriminations, les invectives et tout ce que vous voulez. Oui, à ce niveau, je crois que cette structure, n'est-ce pas, est dans son mode de fonctionnement. Mais ce que je dis, n'est-ce pas, je me demande si la bonne dame, celle-là qui vend du liu, celle autre qui vend du kouli-kouli, celle-là qui vend tevipo à tapo, est-ce qu'elles auront accès à ces places? Toute la question est à ce niveau. Parce qu'au regard de tout l'investissement qui est consenti dans la construction de ces marchés, en tout cas de mon point de vue, il me paraît un peu superfétatoire, n'est-ce pas, de donner ma tête à couper pour dire effectivement suivre le gouvernement par rapport à tout ce qu'ils disent, aux assurances qui ne cessent, n'est-ce pas, de divulguer ou de distiller pour rassurer les uns et les autres à aller s'inscrire pour solliciter des places. Quoi qu'on dise, ces bonnes dames, cette catégorie que je viens de citer ne pourra jamais avoir assez. Et donc, autour du marché, c'est à ce niveau qu'elles pourront, n'est-ce pas, mener leurs activités. Mais là encore, je crois que le gouvernement, n'est-ce pas, sera tenté, n'est-ce pas, de les casser, de les chasser. Mais ça va durer pendant combien de temps? D'accord? Chasser le naturel revient au galop. Vous avez empêché les bonnes dames, on les a cassées dans ce pays. Les petits commerçants existeront toujours. Celles qui feront les chiffres d'affaires de 30 000, de 20 000, de 15 000, et voire même de 5 000 francs par jour existeront toujours. Est-ce que ces gens-là auront la possibilité, n'est-ce pas, toute la possibilité, n'est-ce pas, d'accéder à ces places? C'est non. Et quand on le dit, c'est à quoi qu'on est contre Patrice Talon. Bien loin de là. Et d'accord? Donc, ce sont des réalités qu'il faut également relever pour appeler le gouvernement à voir dedans, comme on le dit à l'accoutumée, pour que ces gens-là aussi puissent mener en toute quiétude les activités, puissent gagner, n'est-ce pas, leur vie à travers ces petites activités. Et l'autre chose, je m'attendais au regard, n'est-ce pas, de la politique qui a été mise en place. Je m'attendais à ce que ces marchés-là soient, n'est-ce pas, ouverts simultanément, puisque au préalable ou en amont, ils ont été simultanément construits. Et d'accord, donc on a attendu longtemps pour que, en tout cas, on a attendu longtemps l'ouverture de ces marchés qui ne sont pas venus. Bon, pour commencer, on a commencé par, excusez le pléonasme, par le marché, l'ouverture du marché de Kadjaoum. Mais là, il a dit tout à l'heure, vous et moi, là, je me demande si on pourra y avoir assez. On pourra aller là-bas faire les emplettes ou nos femmes pourront aller là-bas pour faire les emplettes. Je me pose la question parce qu'aujourd'hui, la galère partout, hein, il faut le reconnaître, et c'est le régime Patrice Talon qui est venu jeter tout ça au sein des Béninois pour, n'est-ce pas, et les amener, n'est-ce pas, ou désorganiser un peu le tissu social, parce que le hautement social, il faut le dire, a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Patrice Talon l'a dit ou bien on ne peut pas à ce niveau-là venir désorganiser le tissu social. Je vous en prie, le gouvernement a une politique de relèvement de l'économie nationale. Et c'est cette politique-là qui se traduit à travers, et bien, c'est la construction de ces marchés. Donc, franchement, je vous en prie, reprenez vos mots. Écoutez, on n'a pas besoin de faire un test cognitif pour le savoir. On n'a pas besoin non plus de mettre des verres en bois, n'est-ce pas, pour mieux voir. D'accord? Donc, à ce niveau-là, je crois que nous n'inventons absolument rien. Non, quand vous dites c'est pour désorganiser le tissu social. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Non. À ce niveau-là également, vous savez. Il y a les difficultés économiques, certes, mais on ne peut pas dire qu'un gouvernement va décider de désorganiser une société. C'est pas possible. C'est juste ce que je voulais quand même que vous remarquiez, et puis on continue. Voilà. Bon, d'accord. Écoutez, je ne mets pas un accent particulier sur la dimension économique, n'est-ce pas, de la problématique. Mais je dis, au niveau du tissu social, il y a un problème. Oui.
Parce que là, aujourd'hui, je dis la galère partout. Parce Et c'est une qu'il y a- réalité. Il y a la galère. Oui, et le hautement social que le chef de l'État proclamait, Ubi et Orbi. D'ailleurs, un concept sur lequel il a mis, n'est-ce pas, et l'accent lors de la prestation de serment, de son retour au pouvoir pour un dernier et second mandat, si je ne m'abuse, d'accord, a été placé sous ce signe. Mais depuis lors, est-ce que quelque chose se fait de façon concrète? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui tenir un élément qui soit perceptible? Il y a justement la construction de ces marchés. Parce que qui sont ceux qui sont dans ces marchés? Ce sont les gagnes petits. Ce sont les femmes qui recherchent des activités génératrices de revenus. Donc, c'est encore le bas peuple qui va en profiter. Le bas peuple? Oui. À ce niveau, il y a des inquiétudes. Je l'ai tout à l'heure souligné. J'ai dit, est-ce que nos épouses, là, vous et moi, là, est-ce qu'elles auront assez, n'est-ce pas? En tout cas, est-ce qu'elles auront les moyens, n'est-ce pas, d'accéder aux produits qui se vendent au sein du marché? Il a dit tout à l'heure. Est-ce que les produits qui sont vendus au marché Kadiaon sont plus chers que ceux qui sont vendus dans... Mais c'est évident. Ah bon? Ben, c'est évident. Il a dit tout à l'heure, un fruit qui peut coûter dans un marché secondaire à 200 francs peut banalement aller jusqu'à 1000 francs de l'autre côté. Ah bon? Ah ben oui, c'est ça. Et c'est la même chose que le marché Ganri? Bon Parce ben... que moi j'avais connaissance de cette différence de prix entre le marché Ganri, qu'on dit pour les plus huppés, les plus nantis de la société, que les autres. Maintenant que rêve vivre s'en mêle, bon... C'est exactement ça, c'est le marché de Gary. Je pense que, puisque vous savez que le marché de Gary aussi est en construction. Tout à fait. Et voilà, ce sont les dames. Je pense même que c'est la plupart des dames qui étaient à Gary, surtout qui vendaient des fruits, qui sont beaucoup plus, qui se retrouvent un peu plus au niveau de ce marché-là. Et l'inquiétude que, vous voyez, ce qu'il est en train de relever, puis il faut qu'on mette plutôt l'accent dessus. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas combien coûte une place. On ne nous a pas vraiment dit combien coûte une place pour les femmes dans ces marchés-là. Quand vous voyez les explications au niveau du gouvernement, même, il reste toujours évasif sur ce point-là. Donc, ça veut dire que même après, jusqu'à présent, nous-mêmes, on ne peut pas avoir une idée exacte de ce qui se passe, de comment est-ce que les places sont attribuées. On a dit qu'on avait fait un tirage au sort. Bon, même pour ce marché-là, est-ce qu'il y a eu un communiqué général qui a informé toutes les femmes qui voudraient avoir de place de venir s'inscrire avant qu'on ne fasse. Bon, on dit aussi que ce tirage, c'est pour les autres marchés qui seront bientôt ouverts. Bon, il y a quand même, il y a beaucoup d'inquiétudes, hein, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et ceux qui vont beaucoup plus profiter de ces marchés-là. Je vais vous donner un exemple, hein, le marché de Menontin. En face, les gens sont en train de construire des boutiques sérieusement. Donc, ils savent que il serait impossible pour certaines personnes de supporter de l'autre côté. Et naturellement, ceux qui seront en face, même, ils vont proposer les mêmes choses à moins de coûts. Ils sont même au bord de la voie. Donc, au lieu de se garer, rentrer, se tracasser, déjà à côté, tu peux avoir ce que d'autres ont dedans de plus cher et facilement, puis tu continues ton petit chemin. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, normalement, le gouvernement peut prendre encore d'autres mesures pour empêcher que de ces petites boutiques-là soient à proximité de ces marchés-là pour contribuer à ce que les dames qui sont dedans puissent mieux vendre. Mais là, il y a des boutiques à côté et les gens sont en train de construire sérieusement. Et c'est partout, hein, ce n'est pas seulement, c'est un exemple que j'ai donné. Donc, si vous allez au niveau des autres marchés, vous verrez que les gens ont compris que à côté, ce sera profitable d'installer ces boutiques-là. C'est vraiment, c'est un autre marché qui se construit à côté des marchés officiels que le gouvernement lui-même a mis en place. Donc, je pense que tout le monde anticipe déjà sur les problèmes qui vont venir et tout le monde est en train de prendre ces mesures. Le marché de Menontin, même vous allez un soir, je crois que c'est déjà inauguré, les gens sont dehors complètement, ils profitent de la lumière, ils profitent de l'espace, ils vendent correctement au dehors là. Donc, ces ambulants-là, comment ça va se passer? On les a toujours chassés au Bénin ici. Je vais à la préfecture, je vois qu'il y a des babas qui vendent des chaussures au bord de la voie. Chaque fois que les policiers chassent, mais ils viennent s'installer. Ils sont à côté de la direction nationale de la police républicaine. Mais pourtant, ils résistent à la police, qu'on appelle sur ce problème-là, et ils reviennent s'installer toujours. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore le problème des vendeuses ambulantes qui vont encore perturber
qu'on appelle le commerce de ces dames-là qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi je dis, le marché qui a été ouvert ne peut pas servir comment on appelle, de référence pour les autres marchés, parce que il est installé dans un lieu où il y a une population capable de supporter cela et qui est même fière d'aller dans un tel marché. Ce n'est pas la même chose que les autres marchés qui sont dans les périphériques, qui sont qui sont même au centre des populations qui souffrent. En majorité qui souffrent. Voilà, en majorité qui souffrent. Je pense que c'est plus raisonnable de le dire ainsi parce que, c'est pas tout le monde qui souffre au Bénin, hein, ça se sait. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et le marché, la construction, c'est terminé depuis. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités pour ouvrir, pour essayer de corriger les choses avant son départ? Moi, ils ont dit qu'il y a encore, selon Jacques Barchet, des spécificités à régler, des derniers problèmes, des réglages à faire. C'est pour ça que ça n'a pas été... Vous savez que quand vous construisez votre maison, vous ne pouvez pas finir complètement avant de l'intégrer. Donc, même quand vous êtes dedans, il y a encore des petites choses que vous pouvez mieux voir et mieux corriger. Donc, je pense que les marchés sont prêts. Les marchés sont prêts depuis. Quels sont, ce qui reste, c'est des choses qui sont gérables, même quand les gens sont déjà dans le marché. Et je pense que, ce serait bien, hein, que ce calendrier qui est en train d'être, même ce calendrier, on ne le connaît même pas encore jusqu'à présent, mais on nous annonce qu'il y aura quand même un calendrier clair qui sortira, qu'il soit, moi, je souhaite quand même que sur les 1 an, qui reste au gouvernement en 2025, qu'ils puissent vraiment expérimenter ces marchés-là, qui n'attendent pas trop la fin de 2025, pour peut-être, jeter les choses pendant que les gens sont dans les tractations politiques, les gens sont en train de courir et on ne saura même plus comment ça s'est passé, et c'est bon, c'est bien on a aimé, on aime qu'on appelle les joyaux, on a aimé ça. Mais il faut pas que ça devienne encore, un souci demain. Parce que vous voyez, les dames, quand on avait ouvert le marché de Kadiaron, on fermait, ils ont dit 21h. Mais en réalité, la fermeture était à 19h pour permettre aux femmes de nettoyer de 19h à 21h. Mais là, ils ont repoussé pour 21h. Ça veut dire que les dames restent de 21h jusqu'à à 23h, voire 0h pour finir le nettoyage. Et c'est le plus petit marché, je vous l'ai dit, il semble que ça fait 56 places. Donc, c'est le plus petit marché qui a été construit. Mais imaginez les gros marchés. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes et je pense que le gouvernement ne devait pas trop attendre avant de commencer par expérimenter la gestion de ces marchés-là. D'accord. Et voilà. Donc, nous aimons, mais il faut vraiment qu'ils nous aident à bien faire bon usage de ces marchés-là. Ishola Djiguin, un dernier tour de table très rapidement. Non, et je crois que dès lors que le gouvernement a fait le choix de ne pas publier les coûts d'accès aux places qui sont dans ces marchés, il y a déjà problème. Et cela rentre, n'est-ce pas, dans sa politique qu'on a toujours déplorée ici. Et donc, celle-là qui amène ou qui laisse à supposer que le gouvernement est dans un système de ni vu, ni connu, je vous embrouille. Et c'est à cela que nous assistons depuis 2016. Donc, si le gouvernement effectivement veut gérer les choses avec beaucoup de transparence, s'il est soucieux, n'est-ce pas, la galaxie Patrice Talon, si elle est effectivement soucieuse, n'est-ce pas, de gérer les choses dans la transparence, tout au moins un minimum de transparence, tout cela devait être révélé pour que celles-là qui ont été chassées en temps puissent savoir si désormais elles auront accès, si elles auront la possibilité, les moyens qu'il faut pour y retourner. Au cas contraire, qu'elles puissent, n'est-ce pas, prendre leurs dispositions pour s'installer ailleurs, chercher les boutiques qui sont construites un peu partout, qui viendront, il faut le dire, qui viendront concurrencer, n'est-ce pas, les places au niveau de ces marchés pour qu'elles puissent y avoir accès aussi facilement. Parce que c'est un peu ça. Et à ce niveau, c'est le problème du social, n'est-ce pas, qui s'étend jusqu'à ce niveau. Oui, c'est clair. Donc, quand on construit ces marchés-là, il va falloir faire en sorte que le coût soit accessible à la bonne dame qui vend kouli-kouli, à la bonne dame qui vend également Lio, etc., etc. Et si on le fait ainsi, là, on pourra applaudir des demi à tout rompre Patrice Talon. Et là, cela serait, n'est-ce pas, emblématique où on va ressentir, n'est-ce pas, au niveau de la gouvernance de Patrice Talon,
sont hautement sociales. Celui qui l'a prôné ici, Obi est Obi, sur le signe sur lequel il a d'ailleurs placé son second et dernier mandat. Donc, en tout cas, à défaut de cela, on va continuer toujours par spéculer, on va continuer toujours par lancer des invectives au gouvernement et les gens vont rester, n'est-ce pas, dans l'ombre, n'est-ce pas? Et cela va laisser libre cours à un certain nombre de situations qui ne seront pas bien, n'est-ce pas? Et donc, il va falloir que le gouvernement change de paradigme à ce niveau pour que tout aille pour le mieux. Merci beaucoup à vous, Ishola Diguin. Je crois que à suivre les uns et les autres, les avis sont quand même importants. C'est que c'est une bonne chose, c'est un joyau, qu'on a construit là au niveau des marchés. Mais alors, il faut prendre certaines mesures et vous avez donc insisté sur ces éléments qui manquent et sur ces inquiétudes, avez-vous dit. Nous espérons que les pouvoirs publics, les autorités pourront prendre vraiment ces éléments-là en compte, histoire d'améliorer un peu le fonctionnement et l'exercice dans ces marchés. Nous allons sortir du Bénin, je l'ai promis au début de cette émission. La CEDEAO et ce qu'on va appeler son contenu qui commence à se vider et qui, ma foi, se formalise. Je veux parler de la création de la Fédération des États du Sahel, l'association, voilà. Ils ont parlé de confédération aussi qui donc devrait venir. Et puis je veux parler bien sûr du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et puis à l'occasion donc de leur premier sommet, ils ont réaffirmé leur volonté de partir de la CEDEAO. Ce contre quoi se bat la CEDEAO, qui se dit non, on ne peut pas les laisser partir, on laisse la porte ouverte. Et Diomaye Faye Bassirou, le tout nouveau président sénégalais, a été désigné, mandaté, de même que le Togolais Faure Gnassingbé, pour les rencontrer et discuter avec eux afin de trouver quand même un terrain d'entente pour qu'ils regagnent le bercail, comme on le dit. Alors, Emmanuel Tambéré, vous voyez cette mission-là de Diomaye Faye et de Faure Gnassingbé pour prospérer facilement, ou la solution est là? La CEDEAO, ils ont choisi les amis les mieux proches de l'association de l'AES pour les donner cette mission. Bon, les gars, je ne dirais même pas qu'ils ont affirmé leur intention de partir, hein. Ils ont affirmé plutôt qu'ils ne reviendront plus du tout. En fait, ils disent qu'ils sont déjà partis et c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. C'est ce que les États de l'AES ont dit. Et ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que eux sont plus unis, mais que au niveau de la CEDEAO. Donc, ouais, ces trois États, ils ont la même vision. Ils ont dit, dans un premier temps, ils s'étaient mis ensemble pour les raisons sécuritaires, mais qu'ils iront au-delà et vont parler des questions économiques, et vont parler de la santé, de l'éducation, des transports. Ils ont énuméré tous ces domaines-là dans lesquels ils veulent se mettre ensemble pour vraiment s'investir et unir leurs forces pour sortir leur État de la précarité. Mais de l'autre côté, au niveau de la CEDEAO, vous verrez que les décisions de sanctions ne sont pas appréciées de la même manière au niveau de tous les États. Et le Bénin a déjà compris aussi, en a appris de ses dépens. Parce que une fois, la CEDEAO s'est levée pour sanctionner, nous étions les premiers à appliquer. Mais aujourd'hui, nous en souffrons et la CEDEAO ne dit rien. Quand ils font, ils ne s'inquiètent même plus des relations entre le Bénin et le Niger. Ils ne parlent pas de ça, mais plutôt d'autres choses, comme si, voilà, le Bénin n'a qu'à gérer ses affaires à lui seul. Donc, vous voyez, ça veut dire quelque part que même la CEDEAO est fragilisée par rapport à des décisions qu'elle prend, et pour obliger les États
à obéir ou à se retrouver, à rester toujours au sein de cette communauté-là. Donc, je pense que c'est une mission, une mission, je ne vais pas dire impossible, puisque au moins ceux qui ont été choisis sont les bienvenus dans cet État. Ils peuvent aller. Je me demande même si ce n'est même pas risqué pour la CEDEAO d'avoir désigné que ces deux-là. Ils auraient pu au moins ajouter un autre qui soit vraiment vraiment un CEDEAO, quoi, en fait. Parce que vous voyez, Faure a toujours été clément avec eux. Et on connaît la position également du nouveau président sénégalais qui ne s'engage pas dans un bras de fer avec eux. Donc, bon, quelle discussion ils iront, et si c'est concret, c'est eux qui sont plutôt convaincus là-bas de ce que l'AES était une bonne chose. Ils vont revenir, quel compte rendu ils viendront faire. Donc je pense que quelque part on aurait pu peut-être ajouter quelqu'un comme un certain Ouattara qui est voilà qu'on connaît de CEDEAO vrai, ou un autre président quand même qui puisse au moins toujours mieux défendre les intérêts de la CEDEAO. Moi je pense pas que ceux qui pourront mieux défendre les intérêts de la CEDEAO. Ça là peut-être Diomaye Faye, oui, lui, bon, ils ont une logique, et ils partagent un peu la vision des autres, et bon, ils sont un peu mixtes. Donc, vous voyez, ils se sont tracés un chemin qui est un peu, bon, qui a beaucoup plus de compromis. Bon, mais ça va être difficile. Les autres, la façon dont, les discours, j'ai écouté le discours de Ibrahim Traoré. C'est une révolte. Il le disent clairement. C'est une révolte. Il dit que l'esclave n'a pas de dignité. Et il considère qu'ils étaient en esclavage. C'est maintenant qu'ils sortent de leur esclavage. Bon, je pense que le niveau de réflexion de ceux-là est déjà pas, je ne vois pas de mesure. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est une situation qui va durer, ça va prendre tout son temps. On verra comment les situations vont évoluer. On verra si en temps ils vont pouvoir comprendre que c'est important d'aller doucement, d'aller pas à pas. Si en temps ils peuvent comprendre que bon, même ce qu'ils veulent, l'idéologie qu'ils prônent, on peut quand même réfléchir à ça au sein de la CEDEAO et voir les nouvelles orientations qu'on peut donner à la CEDEAO. Donc, s'il peut au moins comprendre ça et revenir, bon, ça va être un acquis. Mais sinon, je pense que c'est un bras de fer qui a encore, ou sinon une situation qui a démarré et qui va perdurer. Élément nouveau, Ishola Djiguin, la CEDEAO a dit si ses envoyés spéciaux pour les négociations échouaient, c'est que les États, les membres des États du Sahel devront commencer à prévoir des visas avant d'entrer et de circuler un peu dans les autres pays de la CEDEAO. Est-ce que là, c'est pas un recul? Vous n'êtes pas sans savoir toute la bataille qu'on a eu à faire ici, en Afrique de l'Ouest, pour obtenir la circulation des personnes et des biens. Une fois que cette mesure sera encore, on ne le souhaite pas, on touche du bois, c'est pour ça que je fais mienne les idées ou les supplications de Emmanuel Tambéré, qu'ils entendent raison et que, eh bien, cette confédération des États du Sahel n'ait pas vraiment lieu. Non, écoutez, ce qui est à souhaiter, tout de go, c'est que cette mission à laquelle la CEDEAO ou ses dirigeants ont diligenté Diomaye Faye, le jeune président sénégalais, puisse faire florès ou prospérer en termes clairs. Mais l'allure où vont les choses, ou si vous voulez, en l'étape actuelle des choses, cela n'est pas évident de mon point de vue que cela puisse prospérer. Dès lors qu'on sait que ces pays sont dirigés par des militaires, des putschistes, d'accord? Et toute leur bande soldatesque n'accepterait jamais revenir en arrière, puisqu'ils l'ont affiché, eux aussi, ils l'ont affiché que désormais, que tout ce qu'ils font est irrévocable.
Et d'ailleurs, même lorsqu'ils se sont désolidarisés, n'est-ce pas, de la CEDEAO, de la communauté, ils ont dit que c'est avec effet immédiat. Et donc, toutes les missions qui sont diligentées par la hiérarchie de la CEDEAO, aucune d'entre elles n'a prospéré jusqu'à ce présent. Et je me demande même pourquoi on continue par leur tendre la main. Et on veut, c'est certainement parce que le président actuel en exercice de la CEDEAO veut régler les choses par la voie diplomatique après avoir s'être cassé le nez à travers des sanctions dont on accuse aujourd'hui le Bénin et nous en souffrons tous. Et donc, je ne vois pas, en tout cas, je ne suis pas pour autant si pessimiste, mais je souhaite que cela puisse marcher pour le président, puisque lui-même l'avait annoncé. Donc, c'est sûr que, comme ce sont ses amis, il saura, n'est-ce pas, savoir les termes à utiliser pour, n'est-ce pas, le ramener à la maison. Mais encore là, bon, vraiment, nous avons beaucoup de réserves, en tout cas. Et l'autre chose, c'est bien dommage pour les Africains. Regardez le niveau où se trouve aujourd'hui la CEDEAO. Que les Africains acceptent que les Blancs viennent les diviser est véritablement dommage. C'est bien triste pour les Africains. Tout donne à supposer que les chefs d'État africains ne veulent pas prendre leur destin en main. Vous savez, tous les ouvrages qui ont été écrits sur l'Afrique. L'Afrique est mal partie. Ce célèbre ouvrage de René Dumas, vous le savez très bien. Et donc, si nous nous comportons de cette façon, en tout cas, ce ne sont pas les bas peuples, hein, ce sont ceux que nous avons ici au sommet, qui se comportent de cette façon, de façon aussi condescendante, et ils font tout comme si le bas peuple n'a plus d'aspiration profonde, n'est-ce pas, à laisser transparaître dans sa gouvernance. Et donc, on les a missionnés, on leur a délégué une partie de la souveraineté du peuple. Mais voilà que eux autres, ils sont venus par la force. D'accord? Ayant, n'est-ce pas, accusé, après avoir accusé, j'allais dire, les anciens présidents qui ont été démocratiquement élus, qui ont été éjectés du pouvoir, on les a accusés d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ils ont parlé du djihadisme, la question sécuritaire. Est-ce que, dites-moi, parmi ceux-là, qui sont aujourd'hui pour la junte au pouvoir, est-ce qu'ils sont parvenus, n'est-ce pas, à lutter efficacement contre le djihadisme? Sont-ils parvenus, n'est-ce pas, à éradiquer, n'est-ce pas, ce phénomène qui ressemble, de mon point de vue, à un serpent de mer aujourd'hui? Ah non, ce n'est pas à la force qu'on va régler ça. J'ai toujours l'habitude de le dire. Et aujourd'hui, tous ils ont échoué. Tout, moi, tu crois qu'ils n'ont pas une bonne politique en venant au pouvoir. Ils sont restés là, et puis, voilà, c'est un coup de tête parce qu'eux-mêmes, ils veulent s'enrichir. Bon, on prend les armes, on chasse celui qui est démocratiquement élu, et puis, on prend le pouvoir. Et aujourd'hui, faisons le bilan. Et ça ne marche pas. C'est vrai, mais par le passé, nous avons vu beaucoup de ces conglomérats, je vais parler de ces associations entre les pays africains, mais faisons le bilan aujourd'hui, tirons les conséquences, tirons les leçons du passé. Est-ce que ça a marché? Et donc, moi, je voudrais leur dire que ce n'est pas la meilleure solution. Aller créer encore un autre club de briques et de brocs, d'accord, n'est pas du tout la solution. Il faut revenir à la maison pour ne pas créer des ennuis à leur population, au bas peuple. Parce que entre les transactions, n'est-ce pas, des populations, il y aura problème. On dit qu'on va tout remettre en cause. Désormais, pour aller au Niger, il va falloir que le Béninois, n'est-ce pas, aille encore faire la course, ou bien aller faire encore la queue, ou bien, je ne sais quoi, aller chercher encore un visa pour se rendre au Niger. Là, il y a problème. Et c'est la raison pour laquelle... Mais là, c'est pas le Niger qui l'impose, c'est beaucoup plus la CEDEAO maintenant. Mais écoutez, le Niger a fait le choix de se dézinguer, n'est-ce pas, de la communauté. Oui, la CEDEAO. C'est une façon aussi pour la CEDEAO de créer des problèmes au Bénin. Aux Béninois, par exemple, qui ont choisi de rester dans comment dire, respecter les consignes de la CEDEAO. Mais c'est clair. Voilà. D'accord? Est-ce que la CEDEAO a pensé à une telle mesure? Mais comment? La CEDEAO suffisamment vanté, n'est-ce pas? Ou ventilé, j'allais dire, les conséquences d'un tel acte. Ils ont été suffisamment prévenus. Attention, on dit désormais, si vous faites le choix de partir
Voilà les conséquences qui vous attendent. Mais ça, c'est des menaces. Oui. Mais c'est pas affaire de menace, écoutez. Si, c'est des menaces. Écoutez, nous sommes dans une communauté où il faut respecter les règles. Ouais. Est-ce que la CEDEAO a prévu les coups d'État? Est-ce qu'il faut venir au pouvoir par les coups d'État? Lorsque vous êtes au sein de la CEDEAO, vous connaissez, n'est-ce pas, le protocole de la CEDEAO, vous savez très bien. Mais voilà que les pays par lesquels les coups d'État sont survenus ont compris de se mettre ensemble pour aller de l'avant. Aller de l'avant, vers où? Pour aller de quel avant? Non, moi, c'est ce que je le dis, et je ne cesserai jamais de le dire. Cette union qui est mise en place et qui, de mon point de vue, apparaît comme un élément ou une association montée sur un coup de tête, n'est-ce pas, sur la base de l'humeur. Est-ce que ça va prospérer? Est-ce que ça va faire long feu? Je me pose des questions à ce niveau. Parce que, mais comment? Tirons leçon. Je l'ai dit, tirons leçon de tout ce qui a été mis en place. D'accord? Aujourd'hui, on se laisse balkaniser ou stratifier par les Blancs. Que ce soit Russes, Chinois, Français, tout ce que vous voulez. Ils sont tous des Blancs. Et ils ont leur stratégie d'escroquerie. Mais aujourd'hui, la Russie est présente, n'est-ce pas? Est présente au Niger, au Burkina Faso, en tout cas, les pays dans lesquels il y a coup d'État. Est-ce que la Russie, mais comment, attention, la Russie fait tout cela gratuitement? La Russie leur livre des armes gratuitement? Mais posons-nous de bonnes questions là. Qu'est-ce que nous refusons? Qu'est-ce que nous prenons? Où allons-nous avec tout ça? On dit, mais comment on tient un discours souverainiste, on dit, bon, désormais, il faut qu'on soit souverain, il faut qu'on soit indépendant, il faut qu'on soit ci et ça. Mais que faites-vous? Pourquoi vous faites encore appel à d'autres blancs? Vous avez chassé un blanc et vous faites encore un autre blanc qui vient vous escroquer. Les blancs n'ont pas les mêmes pratiques. Oui. Mais je l'ai dit. J'ai dit, chacun des blancs a sa manière, a son système d'escroquerie. Ce que nous déplorons. Mais depuis des siècles, nous sommes là à tourner en rond. Et on trouve aujourd'hui qu'il faut encore remettre la démocratie en cause. Et à ce niveau-là, moi je ne sais pas ce que les Africains veulent en réalité. Les chefs d'État africains, qui très souvent sont jaloux de la souveraineté de leur peuple, aujourd'hui se comportent très mal. Mais la solution n'est pas là, je le dis encore une fois. La solution n'est pas de se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, dans l'intention, n'est-ce pas, de disloquer la CEDEAO, la communauté qui a été bâtie, n'est-ce pas, pendant des années où on a consenti assez de ça. Eux-mêmes, ils sont des membres fondateurs, non? Mais pourquoi aujourd'hui, pour des considérations souverainistes, on se lève encore pour aller créer, dans l'intention de casser la CEDEAO, pour créer des problèmes à leur bas peuple? C'est ça le problème. Normalement, quand on veut agir, nous devons, n'est-ce pas, regarder les conséquences que cela va amener pour les populations à la base. On dit désormais, bon, il faut aller chercher les visas. C'est clair. On dit désormais, si vous n'êtes pas dedans, vous sortez dedans, voilà ce qui vous attend comme conséquence. Et ils n'ont aucun problème. C'est le bas peuple qui souffre. Regardez la situation d'hier. Est-ce que c'est Tiani qui souffre? Non. C'est le bas peuple. Mais c'est un peu ça. Donc il va falloir qu'ils prennent conscience du danger vers lequel ils évoluent pour, n'est-ce pas, permettre à Joe Maïfaï de les ramener à la maison. Voilà, moi, je vais aller un peu en contre-pied parce que, vous voyez, je vais donner le cas du Brexit. L'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Mais est-ce que si un Français veut aller en Angleterre, est-ce qu'il a besoin d'un visa? Est-ce qu'il a besoin non, il y a toujours cet espace Schengen-là qui existe et qui donne la possibilité à un Anglais d'aller toujours dans... Pourtant, c'est eux qui ont mis l'idée et qui sont partis et qui ont décidé de quitter. Donc, je pense que l'erreur que la CEDEAO commet souvent, c'est de mettre toujours en avant les sanctions. On n'a pas besoin, c'est ce qu'ils ont fait après le coup d'État. Et aujourd'hui, le Bénin se retrouve dans cette situation. Pourquoi ne pas toujours d'abord prendre tout son temps? Vous êtes en train d'aller avec des moyens diplomatiques. Pourquoi ne pas toujours continuer à discuter d'abord? Et à chaque fois qu'on commence par se dire, bon, qu'on va lancer une discussion, on met déjà des sanctions déjà en amont pour faire quelle pression? Aujourd'hui, ces gars, ça là, c'est les pressions quand on prend une sanction contre eux,
Et ça les motive encore à mieux rester sur leur position. Donc, je pense que, en disant déjà que, il faut viser avant de, non, ça là, c'est vraiment un grand recul, un terrible recul qu'il ne faudrait pas du tout, hein, c'est un bien qu'on ne devrait pas perdre aujourd'hui. Hein, cette liberté de circuler, au moins, on ne devrait pas perdre ça. Et si, et autre chose, c'est dire quand même que, moi, on va pas dire, moi, je ne suis pas totalement, je suis pas contre, je suis pour la CEDEAO. Mais, on va pas aussi dire que ce qu'ils disent, quelque part, c'est faux. Quand on prend la naissance de la CEDEAO, vous verrez que, au début, on voit quand même nos anciens colons qui sont au devant de tout, qui dirigent tout. Mais là-bas, comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes dans il y a des regroupements dans ce monde. Et vous allez voir la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays qui se mettent ensemble, même l'Afrique du Sud qui est dans cette catégorie-là. Et bon, pourquoi? Parce qu'il y a quand même des relations, il y a une façon de tisser les relations qui au moins avec eux qui semble, moi je ne connais pas, qui semble être au moins on respecte chacun. Il y a chacun le respect de chaque État. de chaque parti, de chaque État. Donc de l'autre côté, il y a quelque part qu'on nous impose. Et quand on dit coup d'État, il y a aussi les coups d'État constitutionnels que nous avons vus dans la CEDEAO qui n'ont rien, qui aujourd'hui n'inquiètent personne. Un président qui a fini ses 2 mandats, qui fait tout possible pour réviser la Constitution et qui cherche un 4e mandat. Bon, je sais que vous voyez de quoi je suis en train de parler. Donc il y a de ces coups d'État là aussi qui existent que la CEDEAO n'a pas pu résoudre. Donc, vous voyez, il y a nous-mêmes, il y a des colosses au pied d'argile. C'est ça. Moi, je pense que c'est au niveau de la CEDEAO, on a beaucoup de problèmes à nous gérer nous-mêmes et à prendre des décisions fermes, à prendre des décisions justes, à prendre des décisions qui sont quand même raisonnables. Et tout le temps, c'est des menaces quand même. Des menaces qui donnent l'impression que ce n'est pas de nous-mêmes que ces menaces viennent. Donc c'est ça qui a fragilisé la CEDEAO. Et nous, c'est une perte. Nous, ça, je le reconnais. Moi, je sais que si jamais ces États-là ne reviennent pas dans la CEDEAO, bon, moi, je me dis que, ou bien, avec le temps, la décision qui sera faite, c'est de trouver un compromis. Au lieu de porter le nom de la CEDEAO, les mêmes États s'entendent peut-être pour modifier un peu, comment on appelle, la dénomination et bon, trouver un nom qui convient à tout le monde et rebâtir les choses selon voilà propre à notre communauté. Oui, Monsieur Tambéry, ce n'est pas le nom qui est le problème aujourd'hui. C'est les pratiques de la CEDEAO. C'est la façon dont l'institution est gérée. Quels sont les mécanismes d'intervention? Et les 3 pays l'ont dit, que aucune disposition de leur clause de création ne dit que on va aller, sanctionner un État. Exactement. On va empêcher un État d'avoir droit à sa souveraineté, avec tout ce que... Exactement. Et c'est ce que l'autre, même quand l'ancien ministre des Affaires étrangères est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la CEDEAO ne devait pas s'ingérer dans les affaires politiques, que c'est une communauté économique. Donc, quelque part, la raison principale qui rassemblait ces pays était des raisons économiques. Mais, M. Tambéry, est-ce que là, on ne demande pas à la CEDEAO alors de se taire face au non-droit? Par exemple, ils ont dit, qu'ils sont venus, par coup d'État, rétablir l'ordre. Oui. Mais en voilà qui sont là. Ça fait 5 ans. En voilà qui sont là, qui se sont donné le droit de rester jusque pendant 5 ans. Oui. Et on ne sait même pas quand est-ce que ces derniers vont retrocéder le pouvoir aux civils. Ça, c'est une inquiétude. Ce n'est pas l'avènement des régimes militaires, par exemple, et ça risque de prospérer dans d'autres États de la CEDEAO. Bon, c'est le mauvais côté d'un coup d'État. Ça, c'est des inquiétudes nobles qui sont que nous tous nous partageons. Quand on regarde, même la dernière fois, quand vous regardez le discours, ils disent que jamais aujourd'hui, jusqu'à toujours là, qui sera là pour toujours pérenniser. Ça veut dire que ils sont déjà dans une dynamique de durer avec le pouvoir. Donc ça, voilà les inquiétudes, par exemple, et qui sont légitimes. Et je pense que
bon, la CEDEAO, moi, je ne refuse pas à la CEDEAO de mener des démarches. Mais j'ai dit, arrêtez de mettre toujours devant les sanctions avant de commencer par négocier. Chaque fois qu'on met des démarches, les sanctions, bon, ceux-là, on les provoque, et c'est pas bon. C'est comme pour les intimider. C'est ça. Non, écoutez, moi, ce que j'entends de la bouche de mon co-débatteur me horrifie un tout petit peu. Cela m'amène, n'est-ce pas, à pousser un petit coup de colère. Parce que c'est à croire qu'il encourage ou il fait l'apologie des coups d'État. Non, du tout pas. C'est un véritable recul, ce à quoi nous assistons. Du tout pas. C'est-à-dire qu'il est en train d'encourager notre pays à dégager le président qui est démocratiquement élu et installer un militaire au pouvoir. Non, ne me prêtez pas les Donc, mots, là. écoutez, si nous nous comportons de cette façon, nous adoptons, n'est-ce pas, la politique de l'inertie, la politique de la non-condamnation des coups d'État. C'est évident que dans les prochains mois, prochaines années, nous allons assister encore à un remue-ménage de ce point de vue dans un autre pays. Un autre militaire va se lever, aura le courage, toute la baraka se lever pour aller commettre encore un putsch pour dégager, n'est-ce pas, le président qui a été légitimement choisi par les populations. N'est-ce pas? Ils vont le dégager du pouvoir sous prétexte que, bon, peut-être, je ne sais pas, ce qu'ils vont avancer comme à Gussie en son temps, au cas où cela venait, n'est-ce pas, à s'advenir, je ne sais pas la raison qu'ils vont évoquer, mais ceux qui sont venus au pouvoir, par la force, la junte au pouvoir, d'accord? Mais on dit ils arrivent au pouvoir pour lutter efficacement contre le djihadisme, pour mettre fin au djihadisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Mais interrogeons-nous. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Même avec le soutien de la Russie, on va massacrer les populations innocentes. Pour dire qu'on est en train de lutter contre les djihadistes, les rebelles, patati, patata, titi, conti. Suivez mon regard. D'accord? Et même à ce niveau-là, il faut reconnaître que c'est un recul qu'il va falloir conjurer. Ne les encouragez pas ces pays, n'est-ce pas, à aller faire perdre la démocratie construite depuis des années, depuis des siècles, en conjecture. Minimum 30 ans. En conjecture. Donc, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, c'est un peu dangereux, la piste que vous choisissez, la piste d'analyse que vous choisissez, de mon point de vue. Parce qu'il ne faut pas encourager. J'ai cru comprendre qu'entre-temps, j'ai appris que le Mali serait en train de négocier cette situation de la libre circulation là, que le Mali serait en train de négocier un truc dans ce sens. Hein? Le Mali serait rentré en pourparlers avec la CEDEAO pour qu'on ne pénalise pas les populations de ce point de vue. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est encore passé. Puis Vlan, il se laisse entraîner par les autres pays. Et puis, voilà où nous en sommes aujourd'hui. On parle de l'AES. Ce n'est pas la solution. Ça n'est pas du tout la solution. Merci beaucoup. Merci, Dieudonné Tambéry. Je ne sais pas si vous avez... Oui, je reviens encore. Emmanuel Tambéry, pardon. Bon, si j'ai pu laisser croire que j'encourage les coups d'État, ça, je retire ces mots, hein. Mais ce n'est pas du tout mon intention. Ce n'est pas ce que je pense. D'accord. Je pense juste que, voilà, il faut négocier. Il faut aller sur une table avec des arguments. Faut aller sur la table de négociation. Voilà, sans discuter. des menaces. Voilà, pour revenir à la case départ. Exactement. Merci beaucoup. Pas la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, c'est compris. C'est révolu. Le débat, il continue dans vos maisons puisqu'il est si intéressant et il est si passionné. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. À la revoyure. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.